une jeune innocente, voulait seulement vendre des fleurs pour survivre. Le millionnaire le plus séduisant de la ville l'a désirée dès le premier regard. Il n'a pas seulement acheté un bouquet, mais a volé sa pureté. Cette rencontre a transformé à jamais le destin des deux. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le soleil du matin baignait la promenade de la plage du Fort, illuminant les petites échoppes qui bordaient le littoral. Parmi elles, le kiosque de fleurs de Sophie Dubois se distinguait non par sa taille, mais par l'explosion de couleurs qui attirait les regards des passants. À 22 ans, Sophie avait des mains habiles qui transformaient de simples arrangements en petites œuvres d'art. Ses cheveux bouclés, attachés en un chignon désordonné, se balançaient dans la brise marine tandis qu'elle organisait les marguerites fraîchement arrivées. « Bonjour, Madame Charlotte. Les immortels que vous avez commandés sont arrivés. Ce matin, » sourit Sophie à la dame âgée qui s'approchait, une cliente fidèle depuis qu'elle avait ouvert son kiosque 2 ans auparavant. « Ma petite, tu es un ange. Je vais les apporter à l'hôtel de Saint-Antoine. Qui sait, peut-être qu'il te trouvera aussi un prétendant, hein ?» plaisanta la vieille dame en lui tendant l'argent compté. Sophie rit, habituée aux commentaires sur sa vie amoureuse, ou plutôt l'absence de celle-ci. Elle n'avait pas le temps pour les romances. Entre le kiosque et les soins pour sa grand-mère Yvonne, dont l'Alzheimer progressait lentement, ses journées étaient remplies de responsabilités. La côte méditerranéenne, avec ses plages paradisiaques et son tourisme constant, lui garantissait suffisamment de clients pour payer les factures, mais pas beaucoup plus. Si le saint veut m'aider, qu'il envoie d'abord une solution pour le toit de mamie qui est sur le point de s'effondrer, répondit-elle en enveloppant les fleurs dans du papier de soie. La journée suivait son cours normal, Sophie servant touristes et habitants locaux, quand un Range Rover noir se gara près de la promenade. Le véhicule, aux vitres teintées et aux jantes chromées, contrastait complètement avec le décor simple des échoppes artisanales. Quelques vendeurs s'arrêtèrent pour observer, curieux de savoir qui serait l'illustre visiteur. La réponse vint sous la forme d'un homme grand, portant des lunettes noires et une chemise en lin blanc impeccablement repassée. Nicolas Lefebvre était connu dans tout Nice comme l'héritier de l'empire hôtelier Lefebvre, un réseau qui dominait le tourisme de luxe sur la Côte d'Azur. Ses pas assurés et la montre qui brillait au soleil traçaient un chemin direct jusqu'au kiosque de Sophie, qui était distraite à prendre des notes dans son carnet de commandes. « Combien coûte tout ça ?» La voix grave prit Sophie par surprise. Elle leva les yeux, confuse. « Comment ça, tout ?»« Toutes les fleurs de votre kiosque. Je veux acheter tout votre stock, » déclara-t-il, retirant ses lunettes et révélant des yeux verts intenses qui semblaient évaluer non seulement les fleurs, mais Sophie elle-même. « Désolé, mais elles ne sont pas à vendre comme ça. J'ai des clients qui comptent sur mes arrangements. Je peux en faire un spécial pour vous si vous voulez, » répondit-elle, se sentant étrangement mal à l'aise sous ce regard. Nicolas sourit, un sourire qui n'atteignait pas complètement ses yeux. Fascinant. La plupart des gens auraient immédiatement donné un prix. « Peut-être que vous ne connaissez pas les bonnes personnes, » rétorqua Sophie, croisant les bras. L'homme sortit une liasse de billets de son portefeuille et la posa sur le comptoir improvisé. 5 000 €. Ça devrait couvrir la valeur et les désagréments. J'ai besoin de ces fleurs pour un événement ce soir. La somme était tentante, presque un mois de bonne vente. Sophie pensa au toit de la maison de sa grand-mère, aux factures de médicaments, à la vie qui pourrait devenir un peu moins difficile. Pourtant, elle hésita. Pourquoi mes fleurs? Il existe des fleuristes de luxe à Nice qui correspondraient mieux à votre standing. Nicolas sembla réellement surpris par la question. Je suis passé par ici hier et j'ai vu vos arrangements. Ils ont de la personnalité. Les fleuristes chics font tout pareil, sans âme. Il fit une pause et ajouta « Et je suis pressé ». Après quelques secondes de réflexion, Sophie accepta, commençant à séparer les arrangements. Nicolas observait chacun de ses mouvements, ce qui la rendait de plus en plus nerveuse. Quand elle livra le dernier bouquet, il demanda nonchalamment « Vous êtes Sophie Dubois, n'est-ce pas ?» Son cœur manqua un battement. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« C'est écrit sur l'enseigne de votre kiosque, » indiqua-t-il avec un demi-sourire. « Mais c'est bien de confirmer. J'aime toujours savoir avec qui je fais affaire. » Tandis que les assistants de Nicolas chargeaient les fleurs dans la voiture,
Il tendit une carte à Sophie. « Si vous avez besoin de quelque chose, ou si vous voulez fournir des arrangements pour nos hôtels, appelez ce numéro. » Ce même soir, en rentrant chez elle, une construction simple de 2 chambres dans un quartier éloigné de la plage, Sophie trouva sa grand-mère assise sur la véranda, regardant fixement la mer qu'on apercevait au loin. « Mamie, j'ai apporté ton médicament et ce gâteau au fromage que tu aimes, » dit-elle en embrassant le sommet de la tête de la vieille dame. Madame Yvonne, le regard distant, saisit la main de sa petite fille avec une force surprenante. « Il est revenu, n'est-ce pas? Je l'ai senti. »« Qui, mamie? » ?»« Les Lefebvre reviennent toujours, ma fille, comme la mer. Ils vont et viennent, mais laissent la destruction. » Les yeux de la vieille dame, généralement embrumés par la confusion, semblaient étrangement lucides. « Ne le laisse pas s'approcher de toi. » Un frisson parcourut l'échine de Sophie. « Tu connais les Lefebvre? L'homme qui a acheté mes fleurs? Aujourd'hui ?» Madame Yvonne ne répondit pas directement, revenant à contempler l'horizon. « Les fleurs sont comme les gens, Sophie. Certaines ont besoin de peu pour s'épanouir sur n'importe quel terrain. D'autres ont besoin d'un sol riche, d'une lumière contrôlée, d'eau mesurée, et même ainsi elles se fanent facilement. » Sophie attribua cette conversation à la confusion mentale de sa grand-mère, mais quelque chose dans le ton de sa voix planta une graine d'inquiétude. Elle aida Madame Yvonne à prendre ses médicaments et la prépara pour dormir. Ensuite, assise dans le petit salon, elle compta l'argent reçu et planifia les réparations qu'elle pourrait faire à la maison. La carte de Nicolas Lefebvre resta sur la table comme un objet étrange et déplacé dans cet environnement simple. Sophie la prit plusieurs fois, la tournant entre ses doigts, pensant à appeler. La somme qu'il avait payée pour des fleurs ordinaires indiquait certainement qu'il pourrait y avoir d'autres affaires avantageuses. Mais les paroles de sa grand-mère résonnaient dans son esprit. Ce que Sophie ne pouvait imaginer, c'est que pendant qu'elle contemplait cette carte, Nicolas Lefebvre était dans son bureau vitré au dernier étage de l'hôtel Lefebvre Palace, observant une vieille photographie où une jeune Madame Yvonne souriait aux côtés d'un homme élégant. Richard Lefebvre, son défunt grand-père. Au dos de la photo, une inscription « Pour Yvonne, l'amour que le temps n'effacera pas. Nice 1975 ». La secrétaire entra dans la pièce, interrompant ses pensées. « Monsieur Lefebvre, l'avocat est ici avec les documents que vous avez demandés concernant la propriété au nom de Sophie Dubois. » Nicolas rangea la photographie dans le tiroir et ajusta sa posture. « Faites-le entrer et programmez une visite à la fleuriste de la plage du Fort pour demain. Je veux commander d'autres arrangements. » Pendant ce temps, dans la modeste maison au bord de la mer, Sophie s'endormait sans imaginer que l'étrange rencontre de ce jour n'était que le premier pas d'une histoire qui avait commencé bien avant. Sa naissance, une histoire d'amour interdit, de secrets enterrés et d'une dette qui traversait les générations. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'étrange rencontre avec Nicolas Lefebvre, et Sophie avait déjà réapprovisionné son kiosque avec des fleurs fraîches apportées du fournisseur à Grasse. La matinée était particulièrement animée, avec des touristes profitant du soleil après 2 jours de pluie. Alors qu'elle arrangeait un bouquet de tournesol, Sophie fut à nouveau surprise par la présence imposante de l'entrepreneur. « Bonjour, Sophie, je vois que votre stock s'est déjà reconstitué, » commenta Nicolas, vêtu d'une chemise bleu marine qui mettait en valeur son teint bronzé. Cette fois, il semblait moins formel, mais pas moins intimidant. « Il le fallait bien, monsieur Lefebvre. J'ai des clients fidèles qui ont été déçus quand ils n'ont pas trouvé de fleurs ici après votre achat, » répondit-elle sans détourner le regard des tiges qu'elle coupait. Nicolas observa avec intérêt le petit kiosque. Sous la lumière naturelle, il pouvait mieux remarquer les détails. Des photos encadrées d'arrangements élaborés, un carnet de commandes usées et un petit autel avec une image de Notre-Dame des Navigateurs dans un coin. Tout était extrêmement simple mais organisé avec un soin évident. Les fleurs que j'ai achetées ont été un succès à l'événement. Ma mère a été impressionnée et a voulu savoir qui les avait préparées, commenta-t-il, s'appuyant nonchalamment sur le comptoir. Elle fait rarement des compliments. Sophie leva enfin les yeux, s'autorisant un petit sourire. Je suis heureuse qu'elles aient plu, c'est pour ça que je travaille. En fait, je suis venue faire une autre commande. Nous avons un dîner de bienfaisance à l'hôtel la semaine prochaine. Je voudrais que vous prépariez les arrangements centraux pour 20 tables. La proposition était à la fois tentante et intimidante. Sophie n'avait jamais fait un travail de cette ampleur. « C'est trop grand pour ma structure.
Je ne peux pas transporter ou monter tout ça toute seule. Je peux envoyer une équipe pour aider et transporter. Qu'en dites-vous? Insista Nicolas avec un regard qui semblait presque anxieux. Quelque chose dans son comportement n'avait pas de sens pour Sophie. Pourquoi un entrepreneur de son calibre insisterait-il tant pour engager une fleuriste de bord de plage alors qu'il pourrait avoir n'importe quel décorateur renommé de Nice? Pourquoi moi? Il y a des fleuristes spécialisés dans les événements? Nicolas hésita un moment, comme s'il choisissait ses mots. Disons que j'ai intérêt à soutenir les talents locaux. De plus, votre travail a une authenticité que je ne trouve pas ailleurs. Avant que Sophie ne puisse répondre, Madame Charlotte s'approcha, interrompant la conversation. En voyant Nicolas, la vieille dame se figea, les yeux écarquillés de reconnaissance. « Bonjour, madame », salua poliment Nicolas. « Lefebvre, vous êtes le fils de Régine Lefebvre, n'est-ce pas? Le visage est identique à celui de votre grand-père, » murmura la vieille dame, faisant discrètement le signe de croix. Nicolas se raidit visiblement. « Vous avez connu mon grand-père » ? « Tout le monde à Nice connaissait Richard Lefebvre, » répondit sèchement Madame Charlotte, se tournant vers Sophie. « Petite, méfie-toi des fréquentations. Tout ce qui brille n'est pas or. » Et elle s'éloigna sans rien acheter, laissant un silence gênant. Sophie, embarrassée, tenta d'atténuer la situation. « Désolé pour ça. Madame Charlotte dit parfois des choses. Ne vous inquiétez pas, » interrompit Nicolas, son visage maintenant un masque d'indifférence professionnelle. « Alors, pour les arrangements, je paierai le double de votre tarif normal compte tenu de l'importance de l'événement. » Le montant était impossible à refuser. Avec cet argent, Sophie pourrait enfin réparer le toit de la maison et peut-être même engager une aide-soignante pour aider sa grand-mère quelques heures par jour. Après une brève négociation sur les détails et les délais, ils conclurent l'accord. Alors que Nicolas s'apprêtait à partir, il se retourna soudainement. « Votre grand-mère s'appelle Yvonne, n'est-ce pas? Yvonne Dubois. » Le cœur de Sophie s'accéléra. « Comment savez-vous cela? » « Nice est plus petite qu'il n'y paraît, » répondit-il vaguement. « J'aimerais la rencontrer un jour. J'en dis que les personnes âgées ont les meilleures histoires sur la ville. » Cet après-midi-là, après avoir fermé le kiosque, Sophie décida de passer au marché avant de rentrer. Pendant qu'elle choisissait des fruits, elle sentit quelqu'un l'observer. En se retournant, elle se retrouva face à une femme élégante d'âge moyen, aux cheveux parfaitement teints en blond et aux bijoux discrets mais visiblement coûteux. « Vous devez être Sophie, » dit la femme, en s'approchant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis Dominique Lefebvre, la tante de Nicolas. » Sophie sentit un frisson involontaire. « Comment savez-vous qui je suis? Mon neveu a mentionné la talentueuse fleuriste qu'il a engagée. J'étais curieuse. » Dominique examina Sophie de haut en bas, comme si elle évaluait une marchandise. « Vous me rappelez quelqu'un? Êtes-vous sûre que nous ne nous sommes jamais vus auparavant? » « J'en suis certaine, madame. Je m'en souviendrai. » Dominique sourit à nouveau, cette fois avec quelque chose de prédateur dans le regard. Nicolas a toujours eu un faible pour les causes perdues. D'abord, c'était un des chiens abandonnés, maintenant, eh bien, il a apparemment diversifié ses intérêts. Elle s'approcha davantage, baissant la voix. « Un conseil, ma chère. Les Lefebvre ne se mélangent pas avec n'importe qui. Ne vous faites pas d'illusions sur une attention passagère. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Dominique s'était déjà éloigné, ne laissant que son parfum coûteux et un sentiment d'inquiétude dans l'air. En arrivant chez elle, Sophie trouva l'aide-soignante temporaire, Madame Nadine, qui aidait sa grand-mère avec le dîner. Après l'avoir congédiée et installé Madame Yvonne dans le salon pour regarder son feuilleton, Sophie ne put contenir la question qui martelait son esprit. « Mamie, as-tu connu un homme nommé Richard Lefebvre ?» L'effet fut immédiat. La tasse que Madame Yvonne tenait glissa de ses mains, renversant du thé sur le sol. Ses yeux, généralement embrumés par la confusion, devinrent alarmement clairs. « Qui t'a dit ce nom ?» Sa voix tremblait. « Personne, j'ai juste entendu ça par-ci par-là, » mentit Sophie en essuyant le thé renversé. Madame Yvonne saisit le bras de sa petite fille avec une force surprenante. « Reste loin des Lefebvre, Sophie. Cette famille n'apporte que le malheur. Mamie, que sait-il? »« Passez, s'il te plaît, raconte-moi. » Pendant un moment, il sembla que Madame Yvonne allait se confier. Ses yeux s'embuèrent,
et elle respira profondément comme quelqu'un qui se prépare à un récit douloureux. Mais alors, comme un rideau qui se ferme, son expression revint à son état habituel de confusion. « Qui êtes-vous, mademoiselle? Où est Marie ?» demanda-t-elle, faisant référence à sa fille décédée, la mère de Sophie. Le moment de lucidité était passé. Sophie avala sa frustration, aida sa grand-mère à se préparer pour dormir, puis s'assit sur la véranda, contemplant la mer au loin. Les réactions de Madame Charlotte, de Madame Yvonne et maintenant la rencontre avec Dominique Lefebvre, tout indiquait qu'il y avait quelque chose de plus dans cette histoire, une ancienne connexion entre sa famille et les Lefebvre. Son téléphone vibra avec un message. C'était Nicolas. « J'aimerais discuter personnellement des détails de la commande. Puis-je venir vous chercher demain après la fermeture du kiosque pour un dîner à l'hôtel ?» Sophie hésita, ses doigts planant au-dessus du clavier. Tous, les avertissements qu'elle avait reçus résonnaient dans son esprit. Mais il y avait aussi l'argent, l'opportunité professionnelle, et, bien qu'elle ne veuille pas l'admettre, une curiosité croissante sur quelle pourrait être la véritable histoire derrière cet intérêt soudain. « J'accepte. Je ferme à 18h, répondit-elle finalement. Dans le luxueux bureau de l'hôtel Lefebvre Palace, Nicolas posait son téléphone quand la porte s'ouvrit. Dominique entra sans frapper, comme c'était son habitude. « J'ai appris que tu t'impliques. »« Avec la petite fille d'Yvonne Dubois, » dit-elle directement. « C'est une erreur, Nicolas. »« Je ne fais que respecter la volonté de grand-père, » répondit-il sèchement. « Tu as lu le testament comme moi. » Dominique rit sans humour. « Richard était sénile quand il a écrit ces bêtises. Tu vas vraiment donner une partie de la fortune familiale à une vendeuse de fleurs quelconque ? Je vais faire ce qui est juste. » « Ce qui est juste, c'est de protéger l'héritage de la famille, » rétorqua Dominique, s'approchant du bureau. « Cette fille et sa grand-mère n'ont aucune idée de ce qu'elle possède, n'est-ce pas ? Peut-être vaut-il mieux que cela reste ainsi. » Nicolas regarda sa tante avec froideur. « Je ne vais pas la tromper. »« Non ? Alors pourquoi ne pas lui avoir dit la vérité dès le début ?» Dominique sourit triomphalement en voyant son neveu détourner le regard. « Tu joues avec elle, Nicolas. Comme ton grand-père a joué avec Yvonne il y a des années. La différence, c'est que tu peux encore choisir le bon côté de l'histoire. » Quand il fut à nouveau seul, Nicolas ouvrit le tiroir et sortit la vieille photographie de son grand-père avec Yvonne Dubois. Il y avait tant que Sophie ne savait pas. Sur sa propre grand-mère, sur le passé, sur la propriété au bord de mer qui lui appartenait légalement sans qu'elle le sache. Et il y avait tant qu'il devait encore découvrir lui-même sur la vérité derrière le testament surprise de Richard Lefebvre. L'horloge marquait presque minuit lorsque Nicolas rangea finalement la photo et les documents. Demain, il serait à nouveau face à Sophie et il devait décider. Suivrait-il le plan initial de l'observer et de l'évaluer avant de révéler la vérité, ou jouerait-il franc jeu dès le début, risquant de perdre tout ce que sa famille avait construit pendant des générations? L'hôtel Lefebvre Palace était une imposante structure de verre et de béton qui s'élevait majestueusement au bord de la mer de Nice. Quand le taxi de Sophie s'arrêta devant l'entrée principale, elle hésita un moment, se sentant déplacée, dans sa simple robe en coton, la meilleure qu'elle possédait, mais toujours inadaptée pour un endroit comme celui-ci. « Mademoiselle Dubois ?» Un employé en uniforme s'approcha. « Monsieur Lefebvre vous attend dans le restaurant principal. » L'intérieur de l'hôtel était encore plus impressionnant. Des lustres en cristal, des œuvres d'art contemporaine et une vue panoramique sur la baie des Anges qui coupait le souffle. Sophie fut conduite à une table réservée dans un coin, discret où Nicolas l'attendait déjà, élégant dans un costume bleu marine. « Vous êtes venu, commenta-t-il, se levant pour tirer la chaise pour elle. « J'avoue que je doutais que vous accepteriez l'invitation. »« C'est un rendez-vous d'affaires. »« Monsieur Lefebvre, je suis professionnel, » répondit Sophie, essayant de dissimuler sa nervosité. « Nicolas, s'il vous plaît, et cela n'a pas besoin d'être si formel. Nous pouvons discuter travail tout en profitant de la soirée. » Le repas fut servi par des serveurs attentifs, des plats dont Sophie parvenait à peine à prononcer les noms. Pendant l'entrée, la conversation coula étonnamment facilement. Nicolas s'enquit de son travail avec les fleurs et Sophie se surprit à parler passionnément de botanique, d'arrangement et de la signification culturelle de différentes espèces. Il l'écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions pertinentes qui révélaient une intelligence aiguë derrière la façade de playboy riche.
Comment avez-vous appris tant sur les fleurs? Demanda Nicolas, tandis qu'ils savourèrent le plat. Principal. Ma grand-mère, répondit Sophie avec un sourire nostalgique. Avant sa maladie, elle avait un petit jardin incroyable. Chaque plante avait une histoire, une signification. C'est elle qui m'a appris que les fleurs parlent quand nous n'avons pas de mots. Nicolas sirota son vin, l'observant par-dessus son verre. Et votre mère? La question apporta une ombre sur le visage de Sophie. Marie, ma mère, est partie quand j'avais 15 ans. Un anévrisme soudain. Depuis lors, nous ne sommes que ma grand-mère, Yvonne et moi. Je suis désolé, murmura Nicolas, semblant sincèrement affligé. Après une pause, il ajouta « Mon grand-père est parti il y a peu de temps aussi. C'était compliqué. » Quelque chose dans la façon dont il prononça ce dernier mot éveilla la curiosité de Sophie. « Compliqué, comment ?» Nicolas hésita, comme s'il mesurait ses mots. Disons que Richard Lefebvre a laissé plus que de simples biens matériels à résoudre. Il a laissé des mystères, des secrets, certains que je découvre seulement maintenant. Un silence significatif plana entre eux, jusqu'à ce que Nicolas se racle la gorge et revienne au sujet des arrangements pour l'événement de bienfaisance. Ils discutèrent des couleurs, des types de fleurs et de la logistique, mais Sophie sentait qu'il y avait quelque chose d'autre qui planait dans l'air, quelque chose de non dit. Quand le dessert fut servi, Nicolas demanda soudainement « Votre grand-mère a-t-elle déjà mentionné Nice dans les années 70 ?»« Ou mon grand-père ?» Le cœur de Sophie s'accéléra. « Pourquoi demandez-vous cela ?» Nicolas sembla hésiter à nouveau, mais son téléphone sonna. En vérifiant l'écran, son expression se durcit. « Je dois répondre, c'est la réception. Un moment !» Pendant qu'il s'éloignait pour parler au téléphone, Sophie remarqua un dossier de documents partiellement caché sous la serviette de Nicolas. La curiosité fut plus forte. Discrètement, elle tira le dossier et vit son propre nom sur l'une des feuilles visibles. Rapidement, elle prit le papier et lut les premières lignes, qui mentionnaient « transfert de propriété » et « héritage ». Conditionnel. Avant qu'elle ne puisse comprendre complètement, elle vit Nicolas revenir et remit le document, sentant son visage brûler de honte pour cette invasion de vie privée. « Désolé pour l'interruption, » dit-il, se rasseyant. « Où en étions-nous? Vous alliez me dire pourquoi vous êtes si intéressé par ma grand-mère, » répondit directement Sophie, décidant d'affronter la situation. Le visage de Nicolas enregistra la surprise, puis la résignation. « Je vois que vous êtes direct. C'est peut-être mieux ainsi. » Il respira profondément. « Sophie, il y a quelque chose que je dois vous dire, mais je ne sais pas par où commencer. Le début fonctionne généralement. » Nicolas acquiesça, un demi-sourire tendu aux lèvres. « Le début. Eh bien, le début remonte à près de 50 ans, lorsque mon grand-père Richard Lefebvre était un jeune entrepreneur commençant à bâtir son empire hôtelier, et que votre grand-mère Yvonne était professeure de littérature dans une école publique de Nice. » Sophie sentit son estomac se nouer. Ils se connaissaient. Plus que ça. Ils s'aimaient. Nicolas fit une pause, observant sa réaction. C'était une romance intense, d'après ce que j'ai découvert. Mon grand-père était fiancé à une jeune femme d'une famille traditionnelle, ma future grand-mère, mais il est tombé éperdument amoureux d'Yvonne. Pendant près de 2 ans, ils ont entretenu une relation secrète. Ça n'a pas de sens, ma grand-mère n'a jamais mentionné... Il y a plus, interrompit doucement Nicolas. Quand ma grand-mère a découvert la trahison, il y a eu un scandale, dans la haute société niçoise. La famille de Richard l'a pressé de rompre avec Yvonne, et il a cédé. Il a choisi l'empire qu'il construisait plutôt que l'amour. Sophie sentit des larmes se former, imaginant la douleur que sa grand-mère avait dû ressentir. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?»« Parce que mon grand-père n'a jamais surmonté cette décision. Sur son lit de mort, il m'a tout confessé, le seul de la famille en qui il avait confiance. Et puis, à la surprise de tous, il a laissé un testament avec une clause spéciale. » Nicolas ouvrit le dossier et montra officiellement le document que Sophie avait espionné. « Richard Lefebvre vous a légué, à vous, Sophie Dubois, petite-fille d'Yvonne, la propriété Villa des Coquillages, une demeure en bord de mer évaluée à plusieurs millions, en plus d'une somme d'argent significative. C'était sa demande. De pardon posthume à Yvonne à travers vous. » Sophie sentit le monde tourner. « C'est une sorte de plaisanterie. C'est la pure vérité. J'administre la succession de mon grand-père,
et je suis venu à la plage du fort spécifiquement pour vous rencontrer et vous informer de votre héritage. Alors, tout cela, les fleurs, les invitations, c'était juste pour m'évaluer avant. De me le dire? La voix de Sophie tremblait entre indignation et choc. Nicolas eut la décence de paraître gêné. Au début, oui. Je voulais savoir qui vous étiez avant de remettre une fortune. Ma famille, ils ne sont pas d'accord avec cette décision de mon grand-père. Ils pensent qu'il n'était pas dans son état normal. Et vous? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il était plus lucide que jamais, faisant enfin ce qu'il aurait dû faire 50 ans plus tôt. À ce moment, une femme élégante s'approcha de la table. Dominique Lefebvre, la tante que Sophie avait rencontrée au marché. « Nicolas, quelle surprise de te trouver ici, » dit-elle, avec un sourire froid. Et avec la fleuriste. « Tante Dominique ?» répondit Nicolas, visiblement tendu. « Nous étions juste en train de discuter affaires, j'imagine, » compléta Dominique, son regard fixé sur Sophie. « Ou serait-ce des héritages ?» Le silence qui suivit confirma ses soupçons. Dominique rit sans humour. « Je vois que tu lui as raconté. Quel dommage. La réunion de famille de demain sera bien intéressante maintenant. » Quand Dominique s'éloigna, Sophie se leva, tremblante. « Je dois partir. C'est trop à digérer. »« Sophie, s'il vous plaît, nous devons terminer cette conversation. Il y a des documents, des procédures. »« Non !» s'exclama-t-elle, plus fort qu'elle ne le voulait. « Je ne veux rien qui vienne d'une histoire de douleur. Ma grand-mère n'a jamais parlé de cet homme. Elle doit avoir ses raisons. Si c'est vrai, je dois d'abord l'entendre d'elle. » Nicolas tenta de la retenir, mais Sophie courait déjà vers la sortie, les larmes embrouillant sa vision. Dehors, la nuit chaude de Nice l'enveloppa, tandis qu'elle cherchait désespérément un taxi. De retour à la table, Nicolas fixait les documents éparpillés, se sentant déchiré entre sa loyauté envers la famille et son désir de faire ce qui était juste. Dominique revint, s'asseyant à la place que Sophie avait occupée. « Tu joues avec le feu, mon neveu. Cette fille et sa grand-mère pourraient détruire tout ce que nous avons construit. Ou peut-être est-il temps de corriger les erreurs du passé, » rétorqua Nicolas. Dominique se pencha, sa voix un murmure glacial. « Il y a des choses sur Richard et Yvonne que même toi tu ignores, des secrets qui, s'ils étaient révélés, changeraient ta vision de tout cela. » Quel secret? Demande à Yvonne à propos de l'enfant qu'elle attendait. Demande-lui ce qui s'est réellement passé cet été 1975. Dans la modeste maison au bord de la mer, Sophie trouva Madame Yvonne éveillée, comme si elle pressentait que quelque chose d'important se passait. Ses yeux étonnamment clairs suivirent sa petite fille, qui entrait agitée. « Qu'y a-t-il, petite? On dirait que tu as vu un fantôme. » Sophie s'agenouilla devant sa grand-mère, tenant ses mains ridées. « Mamie, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Qui était Richard Lefebvre dans ta vie ?» Le visage de la vieille dame pâlit, mais contrairement aux autres fois, elle ne détourna pas le regard. « Comment as-tu appris son nom? » Son petit-fils, Nicolas, m'a contacté. Il dit que Richard a laissé un héritage pour moi, comme demande de pardon envers toi. Un silence pesant remplit la pièce, brisé seulement par le son distant des vagues. Finalement, Madame Yvonne soupira profondément. Le moment est donc venu. Les secrets trouvent toujours un chemin vers la lumière, n'est-ce pas? Elle se leva avec difficulté et marcha jusqu'à un vieux coffre dans le coin du salon. Elle en sortit une boîte en bois sculptée. « Voici tout ce que tu dois savoir, sur Richard Lefebvre et moi. Des lettres, des photographies et la vérité que j'ai portée seule pendant près de 50 ans. » Sophie accepta la boîte d'une main tremblante, sentant le poids des secrets enterrés depuis longtemps. « Que vais-je trouver ici, mamie ?» Les yeux de Madame Yvonne brillèrent de larmes non versées. L'histoire d'un amour qui aurait pu tout changer, et d'une trahison qui a coûté plus que n'importe quelle fortune ne pourrait payer. Pendant ce temps, à l'hôtel Lefebvre Palace, Nicolas examinait un dossier confidentiel que son détective privé venait de livrer. La vieille photo montrait une jeune femme enceinte, Yvonne, aux côtés de son grand-père. Au verso, les mots écrits à la main par Richard, « L'enfant que je ne connaîtrai jamais. Pardonne-moi, Yvonne. » Nicolas ferma les yeux, comprenant enfin l'ampleur du secret qui était sur le point d'éclater au grand jour. Un secret qui pourrait non seulement transférer une fortune, mais réécrire complètement l'histoire de deux familles. L'aube trouva Sophie encore éveillée,
assise sur le sol du salon avec le contenu de la boîte en bois éparpillé autour d'elle. Des lettres jaunies par le temps, des photographies en noir et blanc, de vieilles coupures de journaux et un journal à couverture de cuir formaient une mosaïque de souvenirs qui révélait une histoire bien différente de celle qu'elle connaissait. 1974, 15 mars, lisait Sophie, à voix basse dans les pages du journal. Aujourd'hui, Richard m'a emmené voir le coucher de soleil à la plage du fort. Pendant que nous marchions sur le sable, il a parlé de construire un avenir ensemble. Il a dit qu'il romprait ses fiançailles. Avec Céline, qu'il affronterait sa famille. Je le crois. Je dois y croire. Les lettres échangées entre les amants débordaient de passion et de promesses. Sur une photographie, la jeune Yvonne, aux longs cheveux et au sourire radieux, était enlacée avec un homme grand et élégant sur la véranda d'une maison au bord de la mer, la villa des coquillages. Sophie l'a reconnue, une propriété qu'elle avait toujours admirée de loin lors de ses promenades sur la plage. L'histoire d'amour, cependant, céda la place à des entrées de plus en plus angoissées dans le journal. Il n'est pas venu aujourd'hui, ni hier. Les Lefebvre ont découvert notre relation. J'ai peur. L'entrée qui fit Sophie retenir son souffle vint juste après. Je suis enceinte. 2 mois. Je ne sais pas comment le dire à Richard, il ne répond pas à mes appels. Son mariage avec Céline a été annoncé dans le journal aujourd'hui. Sophie leva les yeux vers sa grand-mère, qui l'observait silencieusement depuis son fauteuil. « Mamie, tu attendais un enfant de lui. » Madame Yvonne acquiesça lentement. « J'attendais. Et j'ai perdu. » Les pages suivantes du journal étaient tachées de larmes anciennes. Elles décrivaient comment Richard était finalement apparu, mais pas pour assumer la relation, plutôt pour offrir de l'argent pour qu'Yvonne résolve la situation et disparaisse de sa vie. Comment elle avait refusé, déterminée à avoir le bébé seule. Comment, quelques semaines plus tard, après une visite de Céline Lefebvre, Yvonne avait été poussée dans l'escalier de son école lors d'un accident qui n'avait jamais été correctement investigué. « J'ai perdu le bébé. J'ai tout perdu », disait la dernière entrée de cette année-là. « Je n'arrive pas à y croire », murmura Sophie, sentant les larmes couler sur son visage. « Comment a-t-il pu te faire ça ?»« Richard n'a pas su pour l'accident avant longtemps, » expliqua madame. Yvonne, sa voix étonnamment ferme. Il a cru ce que sa famille lui a raconté, que j'avais fait un avortement et que j'étais parti pour Paris. Quand il a découvert la vérité, des années plus tard, il a essayé de me retrouver. Mais j'étais déjà marié avec ton grand-père Jean et j'avais ta mère, Marie. Et la villa des coquillages, c'était notre refuge secret. Richard l'avait acheté pour nous, mais nous n'y avons jamais vécu ensemble. Après le accident, je ne pouvais même pas passer près de cet endroit sans ressentir de la douleur. Sophie continua à fouiller dans les documents et trouva quelque chose de surprenant. Une lettre datée d'il y a seulement 3 ans, avec l'écriture tremblante d'un vieil homme. « Ma chère Yvonne, lut-elle à haute voix, après 50 ans, j'ai enfin trouvé le courage d'écrire ces mots. Je ne demande pas ton pardon, je sais que je ne le mérite pas. Ce que j'ai fait était impardonnable. J'ai choisi la fortune et le statut plutôt que l'amour et l'honneur. Ce n'est que maintenant, à la fin de ma vie, que je me rends compte du vide de ce choix. J'ai découvert la vérité sur l'accident et le bébé. Il n'y a pas de mots pour exprimer mon chagrin. J'ai essayé de te retrouver pendant des années, mais tu avais disparu. Récemment, j'ai appris l'existence de ta petite fille, Sophie. Dans mon testament, je laisse la villa des coquillages à elle, ainsi qu'une part considérable de ma fortune. C'est peu comparé à ce que je t'ai pris, mais c'est tout ce que je peux offrir maintenant. Avec un amour éternel et des remords, c'est infini, Richard. » Le silence remplit la pièce quand Sophie termina sa lecture. Elle regarda sa grand-mère, dont les yeux étaient perdus dans des souvenirs lointains. « Tu lui as répondu ?»« Non, » soupira madame Yvonne. « La lettre est arrivée, mais je commençais déjà à perdre mes souvenirs. Les bons jours, j'ai pensé à répondre. Les mauvais jours, je ne me souvenais même pas de qui il était. Et puis, j'ai appris son départ. » Sophie s'approcha de sa grand-mère, s'agenouillant devant elle. « Et maintenant, que faisons-nous de cet héritage ?»« Madame. » Yvonne caressa le visage de sa petite fille. « L'argent ne ramènera pas ce que j'ai perdu, ni n'effacera la douleur. Mais tu n'es pas responsable du passé, Sophie. Si Richard a voulu corriger ses erreurs à travers toi, peut-être est-ce un signe pour clore ce chapitre. Je ne veux rien qui vienne de cette triste histoire, protesta Sophie.
Parfois, ma chérie, nous devons transformer la douleur en quelque chose de bon. Pense à ce que tu pourrais faire avec ces ressources. La conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone. C'était Nicolas, pour la 3e fois depuis que Sophie avait quitté le restaurant. Cette fois, elle répondit. « Sophie, nous devons parler. » Sa voix semblait urgente. « J'ai découvert quelque chose d'important. »« Je sais déjà pour le bébé, si c'est ça, » répondit-elle froidement. Un silence de l'autre côté. « Ce n'est pas seulement ça. Il y a des documents importants liés à l'héritage qui ont disparu du bureau. Ma tante Dominique convoque une réunion de famille pour contester le testament, alléguant que mon grand-père n'était pas mentalement capable quand il l'a écrit. Ça ne me surprend pas. Sophie, s'il vous plaît, je sais que vous avez toutes les raisons de vous méfier, de moi et de ma famille, mais croyez-moi quand je dis que je veux faire ce qui est juste, pour vous et pour votre grand-mère. » Quelque chose dans sa voix la fit hésiter. « Que proposez-vous alors ? Retrouvez-moi demain à la Villa des Coquillages, à midi. Apportez les documents que votre grand-mère a gardés, particulièrement cette dernière lettre de mon grand-père. Nous en avons besoin pour garantir que sa volonté soit respectée. » Après avoir raccroché, Sophie trouva Madame Yvonne qui l'observait avec un regard perspicace. « Tu vas y aller ? Je ne sais pas si je peux lui faire confiance, mamie. » Les Lefebvre ont toujours été des maîtres en manipulation, commenta la vieille dame. Mais ce Nicolas, il y a quelque chose de différent chez lui, non ? Sophie ne répondit pas, mais son cœur inquiet connaissait déjà la vérité. Malgré toutes les raisons de se méfier, quelque chose chez Nicolas l'attirait, au-delà de l'apparence physique ou du statut social. Une sincérité dans les yeux, peut-être, une vulnérabilité qu'il essayait de cacher. Le lendemain matin, Sophie ferma le kiosque de fleurs et se dirigea vers la Villa des Coquillages. La demeure de style colonial, avec ses murs blancs et ses détails bleus, s'élevait majestueusement sur un petit promontoire au bord de la mer. C'était l'un des points les plus beaux et exclusifs de la côte, avec une vue privilégiée sur l'océan. Nicolas l'attendait déjà au portail. Il portait des vêtements décontractés, jeans et chemises blanches, qui le rendaient en quelque sorte plus accessible, moins comme l'héritier des Lefebvre et plus comme un homme ordinaire. « Merci d'être venu, » dit-il, visiblement soulagé. « J'ai apporté ce que vous avez demandé, » répondit Sophie, brandissant un dossier avec les documents. « Mais avant d'entrer, je veux que vous répondiez à une question. Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi vous souciez-vous tant de la volonté de votre grand-père alors que le reste de la famille veut l'empêcher ?» Nicolas regarda l'océan, puis revint à elle. « Parce que j'ai passé ma vie à voir ma famille construire un empire aux dépens d'autres personnes, parce que j'ai grandi en entendant des histoires sur mon grand-père, le grand Richard Lefebvre, sans jamais connaître l'homme derrière la légende. Et parce que, quand il était mourant, j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, un remords sincère. » Il fit une pause, sa voix s'enrouant légèrement. « Et peut-être parce que quand je vous ai vu pour la première fois au kiosque de fleurs, j'ai vu quelque chose que je trouve rarement dans mon monde. L'authenticité. Vous n'avez pas idée à quel point c'est précieux. » Avant que Sophie ne puisse répondre, une voix coupa le moment. Quelle scène émouvante. Dominique Lefebvre s'approchait, accompagné de 2 hommes en costume, des avocats, à en juger, par leur aspect formel. Derrière eux, une voiture se garait, amenant une femme élégante aux cheveux gris. Régine Lefebvre, la mère de Nicolas. « Maman, » murmura Nicolas, surpris. « Que fais-tu ici ?» Régine ignora son fils, se concentrant sur Sophie. « Alors c'est vous la petite fille d'Yvonne. Le visage est différent, mais les yeux sont les mêmes. » Sophie sentit un frisson. La femme devant elle était l'épouse de l'homme que sa grand-mère avait aimé, la femme qui, indirectement, avait causé tant de souffrance. « Nous sommes venus résoudre cette situation une fois pour toutes, » intervint Dominique, faisant signe aux avocats. « Nous avons des documents prouvant que Richard était sous médication lourde quand il a écrit ce testament absurde. Ce n'était pas lui-même. »« C'est un mensonge, » protesta Nicolas. « Grand-père était parfaitement lucide. »« Mon chéri, par là, doucement Régine, ton grand-père a vécu avec des remords pour quelque chose qui s'est passé il y a un demi-siècle. Dans sa vieillesse, cela s'est transformé en obsession. Nous protégeons simplement son véritable souhait, préserver l'héritage de la famille qu'il a construite. » Sophie observait la scène, percevant la manipulation dans les douces paroles de Régine,
la détermination calculatrice de Dominique. Soudainement, elle comprit pourquoi Nicolas semblait si différent du reste de la famille. Il n'avait pas encore été complètement façonné par cette dynamique toxique. « La lettre ?» déclara finalement Sophie. « J'ai la dernière lettre que Richard a écrite à ma grand-mère. Elle est datée et signée et expose clairement son intention de corriger les erreurs du passé à travers cet héritage. » Le visage de Dominique pâlit. « Quelle lettre ? C'est une invention de votre part. »« Non !» intervint Nicolas, se plaçant aux côtés de Sophie. « Le détective privé a trouvé des copies dans les archives personnelles de grand-père. C'est pour ça que vous avez fait fouiller mon bureau, n'est-ce pas, tante Dominique? Vous cherchiez des preuves qui confirmeraient sa lucidité. » Régine lança un regard tranchant à sa belle-sœur. « Tu as fait quoi ?» La confrontation familiale fut interrompue par l'arrivée d'une autre voiture. En descendit une figure inattendue. Madame Yvonne, soutenue par Madame Nadine, l'aide-soignante. « Mamie !» s'exclama Sophie, courant vers elle. « Que fais-tu ici ?»« Une vieille à ses ressources, » sourit Madame Yvonne, avant de tourner son regard vers Régine Lefebvre. « Bonjour Céline. 50 ans n'ont pas tant changé ton visage. Arrives-tu ? Encore à dormir la nuit ?» Régine, ou Céline, comme Yvonne l'appelait, sembla momentanément déstabilisée. « Yvonne, je ne m'attendais pas à te revoir. » « Moi non plus. Mais il semble que le destin avait d'autres plans. » Madame Yvonne se tourna vers Nicolas. « Tu ressembles à ton grand-père quand il était jeune. Même regard. » Nicolas déglutit, visiblement ému par cette rencontre. « Madame Yvonne, Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » interrompit-elle gentiment. « Richard a fait ses choix. Tu essaies de faire les tiens. C'est tout ce qui importe maintenant. » Madame Yvonne marcha lentement jusqu'au portail de la villa des Coquillages, touchant le métal rouillé avec révérence. « Je ne suis jamais entrée ici après ce jour-là. J'ai toujours pensé que la douleur serait trop grande. »« Et elle l'est » demanda doucement Sophie. La vieille dame sourit avec un mélange de tristesse et d'acceptation, moins que je ne l'imaginais. Les fantômes que nous portons dans notre mémoire sont toujours plus grands que ceux qui existent réellement. Elle se tourna vers le groupe. Vous pouvez vous battre pour cette maison et pour l'argent. Vous pouvez traîner cela devant les tribunaux pendant des années. Vous pouvez accepter que Richard, à la fin de sa vie, ait finalement fait le bon choix. Le silence qui suivit fut interrompu par la sonnerie du téléphone d'un des avocats. Après une brève conversation, il s'adressa à Dominique. « Madame, je viens de recevoir un appel du notaire. La contestation du testament a été rejetée préliminairement. Le juge a considéré qu'il y a des preuves suffisantes de la santé mentale de M. Lefebvre au moment de la rédaction. » Dominique semblait sur le point d'exploser, mais fut contenu par un regard sévère de Régine. La matriarche des Lefebvre s'approcha d'Yvonne d'un pas mesuré. « Pendant 50 ans, j'ai vécu avec le fantôme d'une femme que je n'ai jamais vraiment connue, » dit-elle, la voix contrôlée mais tendue. « Richard n'a jamais été complètement mien, même après ta disparition. »« Et tu n'as jamais été complètement sienne, » répondit Yvonne sans hostilité. « Certains amours ne sont pas faits pour durer, Céline. D'autres ne se terminent jamais, vraiment. » Tandis que les deux femmes âgées se regardaient, portant le poids d'un demi-siècle de secrets et de rivalité, Sophie et Nicolas échangèrent un regard significatif. À ce moment, tous deux comprirent qu'ils étaient au centre d'une histoire bien plus grande qu'eux, une histoire qui pourrait se terminer par plus d'amertume ou, enfin, par la paix. « J'ai une proposition », annonça soudainement Nicolas, attirant l'attention de tous, une qui honore la volonté de mon grand-père et qui pourrait apporter une réconciliation à nos familles. Dominique rit avec mépris. « Maintenant, tu es le grand médiateur ?»« Non, » répondit fermement Nicolas, « je suis simplement quelqu'un qui ne veut pas passer sa vie à porter les mêmes regrets que mon grand-père a portés. » Sous le soleil fort de Nice, devant la villa des Coquillages qui symbolisait autant l'amour que la douleur, Nicolas commença à esquisser un plan qui pourrait transformer des décennies de chagrin en un nouveau départ, si tous étaient disposés à laisser enfin le passé reposer. La proposition de Nicolas résonnait dans l'air chaud de l'après-midi niçois, tandis que tous les présents le regardaient, avec des expressions allant du scepticisme à la surprise. La villa des Coquillages appartient légalement à Sophie maintenant. C'est un fait, confirmé par le juge, commença Nicolas, sa voix ferme. Mais je propose que nous transformions cette propriété
en quelque chose qui profite à tous, un centre culturel et environnemental dédié à la préservation de la mémoire et de la nature locale. Une partie de la fortune laissée par mon grand-père serait utilisée pour cela, créant quelque chose de positif à partir d'une histoire de douleur. Dominique fut la première à réagir, avec un rire sec. « Tu veux transformer l'une des propriétés les plus précieuses de la Côte d'Azur en un musée? Typique idéalisme juvénile. » « Ce n'est pas de l'idéalisme, ma tante, c'est du pragmatisme avec un but, » répondit Nicolas. « Les Lefebvre ont déjà assez d'argent. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelque chose qui nettoie notre nom, qui montre que nous ne sommes pas juste des entrepreneurs avides. » Régine observait son fils avec une expression indescriptible, quelque chose entre la fierté et l'inquiétude. « Et le reste de l'héritage? Sophie recevrait ce qui lui revient de droit, » affirma Nicolas. « L'argent, les actions, tout ce que mon grand-père a spécifié dans le testament. » Tous les yeux se tournèrent vers Sophie, qui resta silencieuse, pendant quelques instants, absorbant la proposition. Finalement, elle regarda sa grand-mère, cherchant des conseils dans le visage ridé qui portait tant d'histoires non racontées. « Qu'en penses-tu, mamie ?» Madame Yvonne fit quelques pas en avant, s'appuyant sur sa canne. Ses yeux, momentanément libérés du brouillard de l'Alzheimer, parcoururent le groupe réuni. « Pendant 50 ans, j'ai porté le poids d'un amour qui ne pouvait pas être, » commença-t-elle, sa voix étonnamment ferme. « J'ai porté la douleur d'une perte que je n'ai jamais pu complètement partager. Richard a fait ses choix, j'ai fait les miens. Je ne peux pas le blâmer entièrement, nous étions jeunes, et le monde était différent. » Elle regarda directement. « Régine, Céline, tu as gagné l'homme, mais tu n'as jamais eu son cœur complet. J'ai perdu l'homme, mais j'ai gardé chaque moment que nous avons partagé comme un trésor. Aucune de nous n'a vraiment gagné. Régine, ou Céline, comme Yvonne insistait pour l'appeler, garda un visage impassible, mais ses yeux brillaient de larmes contenues. Quant à la proposition, continua Madame Yvonne, je pense que Richard l'approuverait. Il a toujours parlé de transformer cette maison en quelque chose de spécial un jour. Sophie acquiesça lentement. Je suis d'accord avec l'idée du centre culturel, mais j'ai une condition. Je veux qu'une partie de l'argent soit destinée à un programme d'assistance pour les personnes âgées atteintes d'Alzheimer, en mémoire de ma grand-mère et de l'amour qu'elle et Richard ont partagé. Nicolas sourit, sincèrement impressionné. « C'est une excellente idée. »« C'est ridicule !» interrompit Dominique, faisant un pas en avant. « Vous ne pouvez pas décider cela comme ça sur une impulsion émotionnelle. Il y a des procédures légales. Il y a... » « Assez, Dominique. » La voix de Régine trancha l'air comme une lame. « Pendant des décennies, nous avons tout fait à ta façon. Nous avons manipulé, caché, menti et pourquoi? Pour préserver une image parfaite qui n'a jamais existé. » Dominique recula, stupéfaite par la soudaine fermeté de sa belle-sœur, qu'elle avait toujours facilement manipulée. « Mon mari est mort malheureux, hanté par des choix que nous avons faits pour lui, » continua Régine. « Je ne permettrai pas que son dernier héritage soit entaché par plus de manipulation de notre part. » Elle se tourna vers Sophie. « J'accepte votre proposition, et je m'excuse pour la souffrance que ma famille a causée à la vôtre. » Un silence, chargé d'émotions, plana sur le groupe. Il fut brisé par le son lointain du tonnerre. Un orage tropical approchait, typique de cette époque de l'année à Nice. « Entrons !» suggéra Nicolas, ouvrant le portail rouillé de la villa des coquillages. « Cette propriété appartient à Sophie maintenant. Nous pouvons discuter des détails à l'intérieur. » Le manoir colonial, bien que fermé depuis des années, conservait une élégance mélancolique. Des meubles couverts de draps blancs, de larges fenêtres qui encadrèrent la mer, et partout, comme le nom le suggérait, des détails décoratifs de coquillages marins. Sophie marchait à travers les pièces comme quelqu'un qui explore un rêve, touchant des surfaces poussiéreuses, ouvrant des rideaux pour laisser entrer la lumière du jour. Dans un salon au 2e étage, elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. Un portrait à l'huile de sa grand-mère, jeune et radieuse, portant une robe bleu ciel. La signature dans le coin inférieur droit disait « R. Lefebvre, 1974 ». Il peignait, expliqua Nicolas debout à la porte. Peu de gens le savaient. C'était un talent qu'il gardait privé. « C'est incroyable comme elle semble heureuse ici », murmura Sophie. « Mon grand-père a gardé ce tableau caché pendant des décennies. Quand il est tombé malade, il l'a fait apporter ici.
De l'étage inférieur, des voix élevées se firent entendre. Dominique semblait faire une dernière tentative pour convaincre Régine de reconsidérer. Sophie et Nicolas échangèrent des regards exaspérés. « Votre tante n'abandonne pas facilement », commenta Sophie. « Dominique a construit toute sa vie autour du contrôle de la fortune des Lefebvre », répondit Nicolas. « Elle était la véritable force derrière les décisions de mon grand-père ces dernières années, jusqu'à ce qu'il décide de se rebeller avec ce testament. » Un coup de tonnerre plus fort secoua les fenêtres, et la pluie commença à tomber fortement. Sophie s'approcha de la terrasse pour fermer les portes-fenêtres quand elle remarqua quelque chose. Une petite boîte métallique, partiellement visible sous une planche desserrée du plancher. Nicolas regardait ça. Ensemble, ils retirèrent la planche et récupérèrent la boîte. À l'intérieur, ils trouvèrent une enveloppe jaunie adressée à Yvonne, avec l'écriture tremblante de Richard et une clé USB moderne. « Ça doit être récent », observa Nicolas, examinant la clé USB. Grand-père était très malade ces derniers mois. Il pouvait à peine écrire. Sophie ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il n'y avait qu'une ligne. Le reste de la vérité est dans la vidéo. Pardonne-moi, mon amour. L'orage s'intensifiait dehors, créant une atmosphère presque cinématographique pour cette découverte. Nicolas sortit son ordinateur portable de sa sacoche et inséra la clé USB. Un fichier vidéo était le seul contenu. Quand ils le lancèrent, le visage vieilli de Richard Lefebvre apparut à l'écran. Il était visiblement affaibli, mais ses curieux, les mêmes yeux verts que Nicolas, conservaient une intensité impressionnante. « Yvonne, commença-t-il, la voix faible mais déterminée. « Si tu vois ceci, cela signifie que j'ai enfin trouvé le courage de faire ce que j'aurais dû faire il y a 50 ans. La vérité complète doit être connue. » Sophie appela immédiatement sa grand-mère, qui monta les escaliers avec difficulté, soutenue par Madame Nadine. Régine et Dominique, curieuses de l'agitation, les suivirent. Quand Madame Yvonne vit le visage de Richard à l'écran, elle porta la main à ses lèvres, une larme coulant silencieusement sur son visage ridé. Richard. La vidéo continua, le vieil homme révélant des détails que personne ne connaissait. Comment il avait découvert qu'Yvonne était enceinte seulement après la fin de leur relation. Comment, en l'apprenant, il avait essayé de la retrouver, mais en avait été empêché par Céline et sa famille. Comment il avait été trompé sur le prétendu avortement. Et finalement, la révélation la plus choquante. L'accident qui a causé la perte de notre enfant n'était pas un accident, affirma Richard, sa voix tremblant d'émotion. Des années plus tard, j'ai découvert que Céline avait engagé quelqu'un pour te faire peur. Elle n'a jamais imaginé que cela aurait un résultat si grave, mais cela ne diminue pas sa culpabilité. Quand j'ai confronté mon épouse, elle a avoué, implorant le pardon. Par lâcheté, par peur du scandale, j'ai gardé le silence. Ce fut mon plus grand crime. Non pas de t'avoir abandonné, mais de m'être tu face à la vérité. Un silence sépulcral envahit la pièce. Tous les regards se tournèrent envers Régine, qui restait immobile, le visage un masque pâle de culpabilité exposé. « C'est vrai, maman ?» demanda Nicolas, sa voix contenant à peine l'indignation. Régine ne répondit pas immédiatement. Quand elle parla enfin, sa voix était presque un murmure. « J'avais 22 ans. J'étais enceinte de toi. C'était ce qu'on attendait de moi. Lutter pour mon mariage, pour ma famille. » Elle regarda Madame Yvonne avec des yeux humides. « Je n'ai jamais voulu que tu sois blessée de cette façon. Je voulais juste te faire peur, te faire renoncer à Richard. »« Et l'homme que vous avez engagé, qui était-ce » demanda Sophie, la voix tremblante de colère contenue. « Le frère aîné de Dominique, mon beau-frère Charles, » répondit Régine. Charles avait promis que ce serait juste une conversation intimidante, mais il avait des problèmes avec l'alcool, avec le contrôle de sa colère. « Et vous avez tout dissimulé, » conclut Sophie, les poings serrés. « Vous avez laissé ma grand-mère souffrir seule, croyant que c'était un accident. » La vidéo de Richard continuait. « J'ai passé des décennies à vivre avec cette culpabilité. Quand j'ai enfin réuni le courage de te chercher, j'ai appris que tu t'étais mariée, que tu avais une fille. Je n'avais pas le droit de réapparaître et de perturber la vie que tu avais construite. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi, à l'enfant que nous avons perdu. Et maintenant, à la fin de ma vie, je veux faire ce que je peux pour réparer ne serait-ce qu'une fraction du mal causé. » À l'extérieur du manoir, l'orage atteignait son apogée.
comme si le ciel lui-même répondait à l'intensité des révélations. C'est pourquoi je laisse la villa des coquillages et une part significative de ma fortune à ta petite fille, Sophie, poursuivit Richard. C'est le minimum que je puisse faire, et je laisse également ce témoignage, pour que la vérité vienne enfin à la lumière, que vous puissiez trouver une certaine paix avec cela. Je t'ai aimé, Yvonne, tous les jours de ma vie. La vidéo se termina laissant un lourd silence dans la pièce. Madame Yvonne semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des dernières minutes, le poids des révélations évident sur ses épaules voûtées. Nicolas fut le premier à parler. « Je n'en avais aucune idée. Personne dans la famille n'a jamais mentionné... » « Bien sûr qu'ils n'ont pas mentionné, interrompit Dominique, retrouvant une partie de sa contenance. C'était le genre d'histoire qui devait rester enterrée, pour le bien de tous. Pour le bien de qui? Rétorqua Sophie, furieuse. De la réputation des Lefebvre, de l'empire qu'ils ont construit. Pendant ce temps, ma grand-mère a perdu un enfant et a porté cette douleur seule pendant un demi-siècle. Régine se leva, chancelante. Sophie a raison. Nous avons vécu protégés par des mensonges pendant trop longtemps. Elle se tourna vers Yvonne. « Je ne m'attends pas à ton pardon. Je sais que c'est trop demandé, mais je veux que tu saches qu'il n'y a pas eu un seul jour où je ne me suis pas repenti de ce que j'ai fait. » Madame Yvonne contempla longuement la femme qui avait été sa rivale, la cause de tant de douleurs dans sa vie. Quand elle parla, sa voix était chargée non de haine, mais d'une sagesse que seules les années pouvaient apporter. « Le pardon n'est pas quelque chose qu'on accorde en un instant, Céline. C'est un long chemin. Je ne sais pas si j'atteindrai sa fin avant que mes souvenirs ne s'effacent complètement. Mais je sais que je ne veux pas quitter ce monde en portant de la rancœur. » Elle tendit une main tremblante que Régine accepta, après un moment d'hésitation. Ce n'était pas une réconciliation complète. Certaines blessures étaient trop profondes pour cela, mais c'était un début. Dominique observait la scène avec un mépris à peine dissimulé. « C'est très... émouvant, mais ça ne change rien légalement. Le testament peut être validé, mais cette vidéo n'est que la parole d'un homme malade contre... »« Ça suffit, ma tante, » coupa Nicolas, sa voix plus dure que Sophie ne l'avait jamais entendue. « C'est fini. Nous allons respecter la volonté de grand-père. Nous allons faire ce qui est juste pour la première fois depuis des décennies. » La pluie commençait à diminuer dehors, comme si la nature elle-même reconnaissait qu'une tempête plus grande, celle qui s'était formée il y a 50 ans entre deux familles, commençait enfin à se dissiper. Sophie s'approcha de Nicolas, l'observant avec un regard neuf. « Vous saviez tout cela quand vous m'avez contacté la première fois ?»« Non, » répondit-il, soutenant son regard. « Je savais seulement que mon grand-père avait laissé un héritage pour vous et que ma famille était déterminée à l'empêcher. Je suis venu vous rencontrer pour évaluer si vous le méritiez. »« Et quel a été votre verdict ?» demanda-t-elle avec un léger sourire ironique. « Que vous méritez beaucoup plus que cela, » répondit simplement Nicolas, « que vous êtes exactement le genre de personne que mon grand-père espérait que vous seriez. » À l'extérieur de la villa des coquillages, les nuages commençaient à se disperser, permettant aux derniers rayons du soleil couchant de teinter le ciel d'or et de rose. C'était comme si un nouveau jour s'annonçait, même avec la nuit qui approchait, un symbole parfait pour le moment qu'il vivait. Dans cette pièce, entre révélations douloureuses et premiers pas hésitants de réconciliation, une chose devenait claire. Le passé ne pouvait être changé, mais il pourrait enfin être affronté. Et peut-être, juste peut-être, les blessures qui semblaient éternelles pourraient commencer à cicatriser. 2 semaines s'étaient écoulées depuis les révélations à la villa des coquillages. La nouvelle de l'héritage millionnaire laissé par Richard Lefebvre à la petite fille de son ancienne amante ne tarda pas à se répandre dans Nice, devenant le sujet de prédilection dans les cercles sociaux et les commérages de la ville. Le Messager de Nice consacra une page entière à l'histoire, avec le titre sensationnaliste « Amour interdit, fortune contestée, le testament qui a ébranlé l'élite niçoise ». Sophie avait temporairement fermé son kiosque de fleurs pour gérer l'avalanche de changements dans sa vie. Le transfert officiel des biens était en cours, sous la supervision de Nicolas, qui avait tenu parole d'honorer intégralement la volonté de son grand-père. En ce matin ensoleillé de septembre, Sophie était sur la terrasse de la villa des coquillages,
observant la mer tandis que des architectes et des ingénieurs parcouraient la propriété, évaluant les rénovations nécessaires pour la transformer en centre culturel qu'ils avaient planifié. L'idée prenait forme. Le premier étage abriterait des expositions sur l'histoire et l'écologie du littoral méditerranéen, tandis que le second serait dédié à des ateliers d'art et d'artisanat pour la communauté locale. Les ingénieurs disent que la structure est étonnamment bien conservée, commenta Nicolas, s'approchant avec 2 tasses de café. Il semble que mon grand-père ait maintenu l'entretien à jour, même sans jamais venir ici. Sophie accepta le café, s'autorisant. Un petit sourire. Il a tout gardé intact, comme s'il attendait qu'un jour quelqu'un continue l'histoire, compléta Nicolas, s'appuyant sur la balustrade à côté d'elle. Les derniers jours avaient été intenses pour tous deux. Tandis que Sophie assimilait les révélations sur le passé et s'adaptait à l'idée de sa nouvelle condition financière, Nicolas affrontait le mécontentement de sa famille. Dominique l'avait pratiquement déshérité émotionnellement, l'accusant de trahison envers les Lefebvre. Régine, en revanche, le soutenait étonnamment, bien qu'avec la résignation de quelqu'un qui reconnaît finalement que certaines dettes doivent être payées. « Comment va votre grand-mère aujourd'hui » demanda Nicolas sincèrement préoccupé. Sophie soupira. « Des bons jours et des mauvais jours, comme toujours. Aujourd'hui semble être un bon jour. Elle est avec Madame Nadine, organisant d'anciennes photographies. C'est presque comme si les révélations avaient réveillé quelque chose en elle, vous savez. Comme si affronter le passé avait renforcé ses souvenirs, au moins temporairement. Et le programme pour l'Alzheimer que vous voulez créer? Je suis déjà en contact avec des spécialistes. Je veux établir un centre de recherche et d'assistance, focalisé spécialement sur les patients à faible revenu. Personne ne devrait affronter cette maladie sans un soutien adéquat. Nicolas observait Sophie avec une admiration croissante. Alors que beaucoup, en recevant une fortune inattendue, penseraient d'abord au luxe et au confort personnel, elle s'était immédiatement concentrée sur comment elle pourrait utiliser ses ressources pour aider les autres. « Vous êtes incroyable. Vous savez, » commenta-t-il, presque sans se rendre compte qu'il parlait à voix haute. Sophie rougit légèrement, détournant son regard vers la mer. « Je fais juste ce que je crois être juste. » Un silence confortable plana entre eux, rempli seulement par le son des vagues et des travailleurs conversant en arrière-plan. Il y avait une tension non résolue croissante entre les deux, une attraction qu'aucun n'osait nommer complètement, compliquée par le contexte dans lequel ils s'étaient rencontrés. « J'ai une surprise pour vous, » dit soudainement Nicolas, brisant le silence. « Venez avec moi. » Il la conduisit jusqu'au jardin arrière, où une petite serre abandonnée demeurait presque cachée par la végétation. Les travailleurs avaient nettoyé la zone autour, révélant une structure de fer et de verre art nouveau, typique du début du XXe siècle. « Je pensais, » commença Nicolas ouvrant la porte rouillée de la serre, « que vous pourriez vouloir un espace pour continuer votre travail avec les fleurs, même en gérant tout ceci. » Sophie entra dans la serre, émerveillée par le potentiel de l'espace. Malgré l'abandon, elle pouvait parfaitement imaginer comment ce serait avec des plantes partout, des tables de travail pour les arrangements, peut-être même une petite pépinière pour les espèces locales. Nicolas, c'est... Elle hésita, émue. C'est juste une idée. Vous n'avez pas besoin de décider maintenant ce que vous voulez faire avec votre kiosque original, mais j'ai pensé que ce serait bien d'avoir une option. C'est parfait, répondit finalement. Sophie, tournant lentement pour absorber tout l'espace. Je peux presque voir comment ce sera. Elle fut interrompue par la sonnerie de son téléphone. C'était Madame Nadine, sa voix alarmée. « Sophie, venez vite. Votre grand-mère a une mauvaise journée, très mauvaise. Elle est confuse, agitée, demande après Richard. »« J'arrive, » répondit Sophie, raccrochant ensuite. Elle se tourna vers Nicolas, le visage pâle. « Je dois y aller. Mamie ne va pas. »« Bien. Je viens avec vous, » offrit-il immédiatement. Sur le chemin vers la maison de Madame Yvonne, Sophie resta dans un silence tendu. Nicolas respecta son inquiétude, se limitant à conduire avec soin à travers les rues de Nice. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent la vieille dame sur la véranda, agitée, appelant des noms de personnes qui n'étaient pas présentes. « Richard, Richard, tu as promis que tu reviendrais », clamait-elle, tandis que Madame Nadine essayait de la calmer. « Mamie, c'est moi, Sophie, dit-elle doucement, s'agenouillant devant sa grand-mère.
Je suis là. Les yeux de Madame Yvonne, embrumés par la confusion, se fixèrent brièvement sur le visage de sa petite fille. « Marie, tu es revenue ?» Elle confondait Sophie avec sa défunte fille. « Non, mamie, c'est Sophie, ta petite fille. » Nicolas se maintint à une distance respectueuse, observant la scène le cœur serré. C'était douloureux de voir la femme qui, dans ses moments de lucidité, démontrait tant de sagesse et de force, maintenant réduite à des fragments confus de mémoire. Après quelques minutes de paroles douces et rassurantes, Madame Yvonne commença à se calmer. Sophie l'aida à prendre ses médicaments et l'installa confortablement dans le fauteuil du salon. « C'est comme ça depuis hier », expliqua Madame Nadine à voix basse à Sophie. « Je pense que toutes ces émotions récentes ont été trop pour elle. » Sophie acquiesça, sentant une pointe de culpabilité. Peut-être avait-ce été une erreur d'exposer sa grand-mère à tant de révélations douloureuses du passé. Quand Madame Yvonne s'endormit enfin, Sophie sortit sur la véranda où Nicolas l'attendait patiemment. Les larmes qu'elle avait contenues devant sa grand-mère coulèrent maintenant librement. « Et si je faisais tout de travers ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Et si toute cette histoire, cet argent, ce changement soudain ne faisait qu'empirer les choses pour elle ?» Nicolas s'approcha avec hésitation, ne sachant pas s'il devait offrir un réconfort physique. « Sophie, vous faites de votre mieux. Personne ne pouvait prévoir comment votre grand-mère réagirait. Peut-être devrions-nous arrêter tout. Ça, peut-être devrais-je simplement refuser l'héritage, retourner à ma vie simple. Et vous pensez que cela effacerait ce qui a déjà été révélé? Le passé est déjà venu à la lumière, Sophie. Il ne reste plus qu'à décider. Quoi en faire? Elle savait qu'il avait raison, mais la peur de perdre sa grand-mère, la seule famille qui lui restait, était écrasante. Je ne peux pas la perdre, Nicolas. Je ne peux pas. Cette fois, il n'hésita pas à l'enlacer. Sophie se permit de pleurer sur son épaule, libérant toute la tension accumulée ces dernières semaines. C'était la première fois qu'elle se permettait de montrer sa vulnérabilité depuis que toute cette histoire avait commencé. « Vous ne la perdrez pas », murmura Nicolas contre ses cheveux. « Et vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. » Quand Sophie se calma finalement, elle réalisa à quel point ils étaient proches. Pendant un moment, leurs regards se rencontrèrent avec une intensité qui fit accélérer son cœur. Il y avait quelque chose là, quelque chose qui grandissait entre eux et qui transcendait les circonstances compliquées de leur rencontre. Le moment fut interrompu par le bruit d'une voiture qui se garait. À leur surprise, Régine Lefebvre, ou Céline, comme Madame Yvonne l'appelait, descendit du véhicule, élégante comme toujours dans un ensemble bleu marine. « Maman » s'exclama Nicolas surpris. « Que fais-tu ici ?» Régine semblait mal à l'aise, mais déterminée. « Je suis venu voir Yvonne. J'ai appris qu'elle n'allait pas bien. » Sophie fronça les sourcils, immédiatement méfiante. « Comment l'avez-vous su ?»« Nice est une petite ville pour certaines affaires, » répondit évasivement Régine. « Puis-je la voir ?» Sophie hésita, partagée entre la méfiance et quelque chose qui semblait authentique dans le regard de la femme plus âgée. « Elle dort maintenant, et je ne sais pas si ce serait bon pour elle de vous voir, considérant tout. »« Je comprends, » acquiesça Régine, visiblement déçue mais résignée. Elle tendit un petit paquet à Sophie. « J'ai apporté quelque chose qui lui appartenait. Je l'ai trouvé parmi les affaires de Richard après qu'il soit parti. » Curieuse, Sophie ouvrit le paquet. À l'intérieur, il y avait une délicate broche en argent en forme de coquillage marin, avec de petites perles incrustées. Richard la lui a offerte pour leur premier anniversaire de relation, expliqua Régine. Après que tout fut terminé, il l'a gardée pendant des décennies. Je pense qu'elle aimerait la récupérer. Sophie tint la broche avec soin, imaginant sa grand-mère jeune et amoureuse, recevant ce cadeau de l'homme qu'elle aimait. « Merci, dit-elle sincèrement. Je la lui donnerai quand elle ira mieux. » Régine acquiesça, se tournant pour partir. Elle s'arrêta un moment, comme si elle envisageait de dire quelque chose de plus, mais murmura seulement « Dites-lui que je suis désolé. Pour tout. » Quand Régine fut partie, Nicolas se tourna vers Sophie avec une expression pensive. « Je n'ai jamais vu ma mère comme ça auparavant, si vulnérable. »« Les gens peuvent surprendre, » répondit Sophie, regardant toujours la broche dans sa main. Parfois pour le meilleur. 3 jours plus tard, avec Madame Yvonne plus stable et sous des soins redoublés, Sophie retourna à la Villa des Coquillages pour continuer à superviser les préparatifs pour la transformation du lieu. En arrivant, elle trouva quelque chose d'inattendu.
Son kiosque de fleurs de la plage du Fort avait été complètement détruit par un incendie pendant la nuit. C'était criminel, c'est certain, expliquait le policier, montrant des photos du lieu dévasté. Nous avons trouvé des traces de combustible. Quelqu'un voulait s'assurer que rien ne resterait. Nicolas, qui était arrivé précipitamment après avoir été informé de l'incident, semblait furieux. Ça porte la marque de ma tante. Elle était déterminée à vous empêcher d'assumer l'héritage, et maintenant qu'elle n'a pas réussi, elle essaie de m'intimider, compléta Sophie, la voix tremblante d'indignation. Détruire ce que j'ai construit avec tant d'efforts. Nous allons explorer toutes les possibilités, assura le policier, bien que son ton suggéra qu'il savait combien il serait difficile d'impliquer quelqu'un avec le pouvoir de la famille Lefebvre. Après le départ du policier, Sophie s'assit sur les marches de la véranda, essayant d'assimiler ce nouveau coup. Nicolas la rejoignit, également secoué. « Je vais reconstruire votre kiosque, promit-il, mieux qu'avant. »« Ce n'est pas le kiosque en soi, » répondit Sophie, secouant la tête. « C'est ce qu'il représentait. C'était mon commencement, mon indépendance. Je l'ai construit seul, fleur par fleur, client par client. » Nicolas comprenait. C'était exactement pour cela que sa tante avait choisi cette cible. Non pour la valeur matérielle, mais pour la signification émotionnelle. « Cela ne restera pas impuni, » garantit-il, la détermination évidente dans sa voix. « Je ne permettrai pas que ma famille continue à détruire des vies. » Quand Sophie rentra chez elle ce soir-là, elle trouva une enveloppe anonyme dans sa boîte aux lettres. À l'intérieur, une vieille coupure de journal avec un titre discret « Accident dans I ». Une école locale laisse une enseignante hospitalisée. L'article, daté de 1975, mentionnait brièvement comment Yvonne Dubois, 23 ans, professeure de littérature, était tombée dans un escalier, entraînant des complications de santé. Avec la coupure, une note dactylographiée « Méfiez-vous des Lefebvre. Ils vous prendront tout, comme ils l'ont fait avec votre grand-mère. » Sophie sentit un frisson parcourir son échine. Qui aurait pu envoyer cela? Et pourquoi? Était-ce un avertissement sincère ou une autre tentative de manipulation? Une chose était certaine. La bataille pour l'héritage de Richard Lefebvre était loin d'être terminée. Et maintenant, avec son kiosque détruit et des menaces voilées arrivant par courrier, Sophie devrait décider jusqu'où elle était prête à aller pour honorer l'héritage qui lui avait été confié et combien elle faisait confiance à Nicolas Lefebvre, l'homme qui, contre toute attente, commençait à conquérir son cœur. La fine pluie qui tombait sur Nice semblait refléter l'état d'esprit de Sophie tandis qu'elle conduisait jusqu'au cabinet d'avocat dans le centre-ville. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incendie de son kiosque et les enquêtes policières avançaient avec la lenteur typique des affaires impliquant des familles puissantes. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes contre Dominique Lefebvre, le soupçon planait comme un nuage toxique sur toute la situation. La coupure de journal anonyme et la note d'avertissement avaient mis Sophie en état d'alerte constant. Une partie d'elle voulait simplement tout abandonner, l'héritage, la villa des coquillages, l'implication croissante avec Nicolas, revenir à la vie simple qu'elle connaissait. Mais une autre partie, peut-être la plus forte, refusait d'être intimidée, de permettre que le cycle d'injustice continue. Elle se gara devant l'imposant immeuble commercial et monta au 10e étage, où Maître Martin, avocat recommandé par Nicolas pour la représenter indépendamment, l'attendait. En entrant dans la salle de réunion, elle fut surprise de trouver non seulement l'avocat, mais aussi Nicolas et, de façon inattendue, Régine. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle, immédiatement sur la défensive. Nicolas se leva, le visage tendu mais déterminé. « Sophie, je sais que vous ne vous attendiez pas à cela, mais ma mère a quelque chose d'important à dire. Quelque chose qui pourrait tout changer. » Régine semblait avoir vieilli de plusieurs années ces dernières semaines. Le visage impeccablement maquillé ne parvenait pas à cacher complètement l'épuisement émotionnel. « Mademoiselle Dubois, » commença-t-elle formellement, « tout d'abord, je veux que vous sachiez que je n'ai rien à voir avec l'incendie de votre kiosque. Malgré nos différences, je n'approuverai jamais un tel acte. » « Mais vous savez qui en était responsable » déduisit Sophie, s'asseyant lentement. Régine acquiesça. « J'ai de forts soupçons, et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Pour faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, raconter toute la vérité. » Maître Martin s'éclaircit la gorge,
ajustant ses lunettes. Madame Lefebvre m'a contacté hier avec des informations cruciales pour l'affaire de l'héritage et de l'intimidation que vous subissez. Avec votre permission, j'enregistrerai cette déposition à des fins légales. Sophie acquiesça, intriguée et appréhensive à la fois. Sur un geste de l'avocat, l'enregistrement commença. « Je m'appelle Régine Céline Almeida Lefebvre », commença la femme plus âgée, la voix ferme malgré sa nervosité visible. « Et je viens par cette déposition confesser mon implication dans les événements qui ont conduit à l'accident d'Yvonne Dubois en 1975, entraînant la perte de sa grossesse. » Sophie retint son souffle, tandis que Nicolas observait sa mère avec un mélange de choc et d'admiration pour le courage qu'elle démontrait. Comme je l'ai déjà admis en privé, j'ai engagé mon beau-frère Charles pour intimider Yvonne. Quand j'ai appris qu'elle attendait un enfant de mon mari récemment épousé, Richard, mon intention n'a jamais été de causer des dommages physiques, seulement de l'effrayer suffisamment pour qu'elle quitte Nice. Cependant, la situation a échappé à tout contrôle. Régine fit une pause, respirant profondément. Ce que je n'ai jamais révélé, pas même à mon fils, c'est que je possède des preuves de cet arrangement. Des lettres échangées entre moi et Charles, où nous discutons de la solution au problème Yvonne. Des lettres que ma belle-sœur, Dominique, a récupérées après la mort de son frère et qu'elle utilise pour me faire chanter depuis des années. « Chantage » interrompit Nicolas, incrédule. « Depuis quand » ? « Depuis que ton grand-père est tombé malade et a commencé à parler de changer son testament, répondit tristement Régine. Dominique a toujours su que j'étais le maillon faible dans la chaîne des secrets de la famille. Quand elle a réalisé que Richard prévoyait de faire bénéficier la petite fille d'Yvonne, elle a menacé d'exposer mon implication dans l'accident, ce qui non seulement détruirait ma réputation, mais pourrait entraîner des poursuites criminelles, même après tant de temps. Et maintenant ? Demanda Sophie, essayant d'assimiler ces révélations. « Pourquoi confessez-vous cela maintenant ?»« Parce que je suis fatiguée, » répondit simplement Régine. « Fatiguée de vivre dans la peur, fatiguée d'être manipulée, fatiguée de porter ce secret, et parce que... » Elle hésita brièvement. « Parce que j'ai vu le regard de mon fils quand il parle de vous. C'est le même regard que Richard avait quand il parlait d'Yvonne. Je ne peux pas permettre que l'histoire se répète à cause de mon silence. » Maître Martin intervint. Madame Lefebvre est disposée non seulement à témoigner contre Dominique dans l'affaire de l'incendie, mais aussi à remettre des documents qui prouvent une conspiration continue pour empêcher mademoiselle Dubois de recevoir son héritage légitime. Et le plus important, ajouta Nicolas, se penchant en avant, maman a accepté de rencontrer madame Yvonne, en présence d'un notaire pour demander officiellement pardon et reconnaître la légitimité de l'héritage laissé par mon grand-père. Sophie se sentit étourdie. C'était plus qu'elle n'espérait, plus qu'elle n'aurait pu imaginer en entrant dans cette salle. Cela signifie que nous pouvons clore cette dispute une fois pour toutes, confirma l'avocat. Avec le témoignage de madame Lefebvre et la reconnaissance formelle de la famille, personne ne pourra contester votre droit à l'héritage, pas même Dominique. Après la réunion, Sophie et Nicolas marchèrent côte à côte sur la promenade, du bord de mer, la pluie ayant cédé la place à un ciel clair et un soleil doux. La mer était calme, comme si la nature célébrait la possibilité de paix qui se présentait enfin. « Je ne m'attendais pas à cela de la part de votre mère », confessa Sophie, assimilant encore tout ce qu'elle avait entendu. « Moi non plus », admit Nicolas. « Je pense que nous avons sous-estimé combien elle a souffert elle-même toutes ces années. Vivre avec Richard en sachant qu'il aimait une autre femme, ça a dû être une prison à sa manière. » Sophie acquiesça pensivement. « Vous savez ce qui est étrange ? Après tout cela, je sens que je peux enfin commencer à pardonner. Pas oublier, mais pardonner. » Nicolas sourit, prenant courage pour tenir doucement sa main. « Vous êtes extraordinaire. » Sophie Dubois. Elle ne retira pas sa main, permettant à leurs doigts de s'entrelacer. « J'essaie simplement de faire ce qui est juste, comme vous. » Ils s'arrêtèrent devant les débris carbonisés de ce qui avait été le kiosque de fleurs. Les cendres avaient déjà été emportées par la pluie et le vent, mais la structure métallique tordue demeurait comme témoin silencieux de la méchanceté que l'avidité pouvait inspirer. « Je vais le reconstruire », déclara soudainement Sophie. « Pas exactement comme avant, mais quelque chose de nouveau. Un espace plus grand où je pourrais enseigner l'art floral aux jeunes de la communauté. » Nicolas sourit.
En utilisant une partie de l'héritage pour cela? Oui, je pense que c'est ainsi que nous transformons la douleur en quelque chose de beau, n'est-ce pas? Comme les fleurs qui naissent après un incendie de forêt. 3 jours plus tard, lors d'une cérémonie intime à la Villa des Coquillages, Régine et Madame Yvonne se rencontrèrent enfin face à face, sans subterfuge ni intermédiaire. Sophie observait nerveusement depuis le coin de la pièce, tandis que Nicolas restait aux côtés de sa mère, offrant un soutien silencieux. Madame Yvonne, assise dans son fauteuil roulant, semblait étonnamment forte ce jour-là, les yeux clairs et lucides. Quand Régine s'agenouilla devant elle, un silence tendu remplit l'environnement. « Yvonne, commença Régine, la voix tremblante, aucune demande de pardon ne pourra effacer ce que j'ai fait, l'enfant que tu as perdu, la vie que tu aurais pu avoir. Je sais que c'est impardonnable. » Madame Yvonne étudia longuement le visage de la femme qui avait été sa rivale, qui avait causé tant de douleur dans sa vie. Quand elle parla enfin, sa voix portait une sagesse que seules de nombreuses années et souffrances pouvaient conférer. « Céline, dit-elle, utilisant le nom par lequel elle avait toujours connu Régine, pendant longtemps, je t'ai haï de toutes les fibres de mon être. Cette haine a été ma compagne durant les nuits d'insomnie, les larmes versées, la douleur physique et émotionnelle que j'ai portée. » Régine baissa la tête, acceptant les paroles comme une punition méritée. « Mais alors, continua Madame Yvonne, j'ai découvert quelque chose à propos de la haine. Elle consume d'abord celui qui la porte. C'est un poison que nous prenons en espérant que l'autre mourra. » Elle tendit une main tremblante touchant le visage de Régine. « Je ne veux pas quitter ce monde en portant ce poison, pas après avoir vu ma petite fille s'épanouir, même au milieu de tant d'adversité. » Régine leva les yeux, des larmes coulant librement. « Comment peux-tu pardonner ?» compléta Madame Yvonne. « Ce n'est pas pour toi, Céline. C'est pour moi. C'est pour Sophie. C'est pour la mémoire de l'enfant que j'ai perdu, qui ne mérite pas que son héritage soit entaché par plus d'amertume. » Le notaire, qui assistait discrètement, s'approcha avec les documents préparés, l'un reconnaissant formellement la légitimité de l'héritage de Sophie, un autre enregistrant la demande de pardon de Régine et sa confession concernant les événements de 1975, et un troisième que Régine n'attendait pas. Une lettre de Madame Yvonne à Richard, écrite des décennies auparavant mais jamais envoyée, qu'elle remettait maintenant à sa veuve. « Lis-la quand tu seras seule, instruisit Yvonne. Ce sont des mots que Richard n'a jamais pu lire, mais qui pourraient t'aider à trouver une certaine paix aussi. » Après que les documents furent signés et que le notaire fut parti, quelque chose de surprenant se produisit. Régine, qui avait toujours été la personnification de la contenance aristocratique, enlaça Madame Yvonne, sanglotant comme une enfant, et la vieille dame, après un moment d'hésitation, lui rendit son étreinte. Sophie et Nicolas observèrent la scène, tous deux profondément émus. Sans un mot, il tendit la main, et elle l'accepta, leurs doigts s'entrelaçant dans une promesse silencieuse que le cycle de douleur ne se répéterait pas avec eux. 6 mois plus tard, la Villa des Coquillages s'était transformée. Le centre, culturel et environnemental. Richard Lefebvre ouvrait ses portes à la communauté, avec des expositions sur l'histoire locale, des ateliers d'art et une pépinière de plantes locales. Dans le jardin arrière, l'ancienne serre abritait maintenant la fleuristerie Yvonne, où Sophie non seulement vendait ses arrangements, mais enseignait aussi aux jeunes de la région le métier que sa grand-mère lui avait transmis. L'ancien kiosque à la plage du Fort avait également été reconstruit, plus grand et plus fonctionnel, maintenant géré par Madame Charlotte et sa petite-fille, créant des opportunités de travail pour les femmes de la communauté locale. Quant à Dominique, elle faisait face à un procès criminel pour l'incendie, ainsi qu'à des enquêtes sur d'autres délits financiers découverts durant l'investigation de l'affaire. Régine avait définitivement rompu avec sa belle-sœur, choisissant de soutenir son fils et, étonnamment, devenant une visiteuse fréquente de Madame Yvonne, dont l'Alzheimer progressait, mais qui avait encore des moments de clarté où les deux femmes âgées discutèrent du passé et du présent avec une honnêteté qu'aucune d'elles n'aurait cru possible un jour. Par un après-midi ensoleillé de mars, Sophie était dans la serre, finalisant un arrangement de fleurs tropicales quand Nicolas entra, portant une petite boîte. « J'ai apporté quelque chose pour vous, »
annonça-t-il, l'embrassant doucement sur les lèvres. Ces derniers mois, leur relation s'était épanouie lentement, construite sur des fondations de confiance, respect et admiration mutuelle. Surmontant le passé tumultueux de leur famille, ils avaient créé quelque chose de nouveau et prometteur. Curieuse, Sophie ouvrit la boîte. À l'intérieur, une délicate broche en argent en forme de fleur, sertie de petites pierres colorées. « C'est magnifique », murmura-t-elle, qu'admirant le travail artisanal. « Elle appartenait à mon arrière-grand-mère », expliqua Nicolas. « Elle a été transmise à travers les générations de la famille Lefebvre. Maintenant, je veux que vous l'ayez. » Sophie le regarda, surprise par la signification du geste. « Nicolas, c'est une tradition. La broche est donnée à la femme que l'homme de la famille choisit pour partager sa vie. » Il hésita, soudainement nerveux. « C'est peut-être trop tôt, et je comprends parfaitement. Si vous pensez que nous allons trop vite, considérant tout ce qui s'est passé, Sophie le fit taire d'un baiser. Ce n'est pas trop tôt. Après tout ce que nous avons traversé, je pense que nous savons très bien ce que nous voulons. » Nicolas sourit, soulagé et heureux. « Et que voulez-vous, Sophie Dubois ? » « Je veux ce que j'ai toujours voulu, construire quelque chose de significatif de mes propres mains, faire une différence dans la vie des gens. Et maintenant, elle toucha doucement son visage. Je veux faire cela à vos côtés. » Ce soir-là, un dîner spécial fut organisé sur la terrasse de la Villa des Coquillages. Madame Yvonne, ayant plein de ses bonjours, souriait en voyant sa petite-fille si radieuse. Régine, maintenant une présence constante dans les événements familiaux, conversait avec animation avec quelques professeurs du centre culturel. Et Nicolas et Sophie, main dans la main, observèrent le coucher de soleil sur la mer, la même mer qui avait été témoin tant de l'amour interdit de Richard et Yvonne que du nouveau départ que leur famille construisait maintenant. Saviez-vous que certaines plantes ne fleurissent qu'après avoir traversé un incendie ? Commenta Sophie, contemplant l'horizon doré. La nature a une étrange façon de transformer la destruction en renouveau. Nicolas serra doucement sa main. Comme nous. Comme nous, acquiesça-t-elle, la broche de la famille Lefebvre brillant, sur sa robe comme symbole d'un cycle qui se brisait enfin. Et là, avec le son des vagues en arrière-plan et le ciel se teintant de violet et d'orange, deux héritiers d'une histoire de douleur trouvèrent, finalement, le chemin pour la transformer, en espoir. Non pas en oubliant le passé, mais en l'honorant en choisissant un avenir différent. Un avenir où les erreurs des parents ne déterminaient pas le destin des enfants et où même les blessures les plus profondes pouvaient, éventuellement, se transformer en sol fertile, d'où jaillissent les fleurs les plus belles et inattendues. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Sophie et Nicolas a touché vos cœurs. Pour continuer ce voyage d'émotions, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Trouvez-la ici, en cliquant sur le lien à gauche. Si vous avez aimé cette narration, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre j'aime sur la vidéo.